Salut, un petit mot avant de commencer cet épisode, tout simplement pour vous dire merci. Eh bien merci parce que vous êtes toujours plus nombreux à écouter les épisodes dans le pot de yaourt. Alors si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre, à commenter le podcast sur les plateformes d'écoute, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre la page du compte Instagram dans le pot de yaourt. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue dans le pot de yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 4, épisode 3. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le pot de yaourt. Quand j'ai créé ce podcast il y a maintenant 3 ans, le but était tout simplement d'inviter celles et ceux qui font bouger le Havre. Mon invité, lui, fait bouger les Havraises et les Havrais au premier degré. Et oui, grâce à lui et tous ceux qui l'entourent, beaucoup d'entre vous peuvent se déhancher sur le dance floor au rythme de l'électro bien de chez nous. Apollo, la base, Helios, la Frérie, tous ces grands rendez-vous de la teuf porte la marque de mon invité, son nom Victor Garbaccio. Salut Victor. Salut. Merci Victor d'être là aujourd'hui dans le pot de yaourt. On va parler forcément de tout ce que tu fais depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ma première question elle est très simple, Victor, alors comme ça, on aime la teuf ? On aime la teuf, ouais. Carrément. On aime la teuf grave. Et ça fait un moment. et ça fait un moment. Ouais. Et plus on vieillit, plus c'est difficile ou pas ? Évidemment. Ouais, non, ouais. la fatigue, évidemment, la fatigue se fait un peu plus compliqué qu'avant, mais l'amour de la fête est toujours là. L'amour d'organiser des fêtes est toujours là, donc, et de jouer, évidemment, aussi. Donc voilà, ça pallie un peu à la fatigue. Est-ce qu'il faut aimer la teuf pour en organiser ? Je pense, ouais. Il faut comprendre la fête, en tout cas pour en organiser, en tout cas essayer. Ouais. Je pense qu'il faut aller en fête pour en organiser aussi, c'est important. On a peut-être, nous, un peu moins de temps d'y aller maintenant, mais c'est aussi quand on en organise, c'est ça le truc aussi, hein, c'est le jeu de se dire qu'on peut pas aller à tel ou tel événement. Donc voilà, mais ouais, faut s'enrichir de toutes les fêtes qu'on a l'occasion de voir, quoi. Et à quel moment on se dit ouais, j'aime la teuf, je comprends un peu ce qui s'y passe. À quel moment on se dit tiens, j'aimerais moi aussi en organiser ? Bah nous en fait, je dirais que l'envie elle est plus venue du fait qu'on jouait en fait à la base et que du coup pour jouer on a eu besoin d'organiser. Quand tu parles de jouer, tu parles de mixer, quoi. De mixer, ouais, de passer de la musique. Nous, on est avec le noyau dur qui a créé l'association il y a un peu moins de 10 ans maintenant. On a tous commencé un peu à jouer dans notre coin, dans des villes où on était parti faire nos études. Et on a commencé un peu à jouer à droite à gauche. Et en fait, le truc d'organiser des fêtes, c'est venu en se disant, nous, on a envie de jouer. Donc, allons voir des lieux, créons un collectif et allons voir des lieux en disant, nous, on peut jouer chez vous, mais de A à Z, on fait toute la soirée. Et voilà, ça donnait un peu du poids au discours. On voyait que ça se faisait un peu à droite à gauche, tu vois, dans des villes comme Paris. Moi, j'étais à Montpellier, donc à Montpellier, ça se faisait aussi pas mal. On voyait des open air, les gens qui dansaient la journée et tout. Enfin, ça donne plein d'idées à l'époque. Et donc, on s'est mis à organiser pour se permettre de jouer, en fait, quoi, tout simplement. Cette volonté de vouloir organiser des événements, c'est avant tout l'amour de la musique. Ouais, carrément, bien sûr. Toi, t'es arrivé, tu dis, tu commençais à jouer, tu commençais à mixer. C'est que c'est vraiment comme ça que t'es rentré un peu dans cet univers ? Ouais, carrément. Au début, juste j'écoutais de la musique, hein, comme beaucoup de monde. J'écoutais de la musique. J'ai commencé à écouter de la musique électro à l'adolescence. Et puis du coup, à aller découvrir un peu ce que c'était la fête à Paris, puisque au Havre, des fêtes électro, il y en avait pas des masses. Ouais. Quand on était ado.
Et donc, du coup, voilà, on a été voir un peu ce qui se faisait à droite à gauche. De fil en aiguille, à force d'aller voir des DJ tous les week-ends, ça donne un peu envie de s'y mettre. Il y a 15 ans, c'était moins facile qu'aujourd'hui. Ça te paraissait un peu magique, ce truc d'avoir des platines et puis de qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce que le DJ entend dans son casque. Enfin voilà, c'était un peu ça l'excitation du début mais comment ça marche en fait, être DJ. Et puis du coup, un peu comme tout le monde, on s'achète un petit contrôleur au début, on essaye. Puis de fil en aiguille, ça finit par prendre. Et puis quand t'écoutes de la musique depuis déjà des années, t'as déjà des trucs à jouer en fait techniquement. Donc ce truc de se mettre à diguer et tout, ça commence pas quand on commence à jouer. Ça a commencé il y a bien longtemps déjà avant. Tu parles des débuts, d'acheter du petit matos, s'inspirer de ce que tu connais. Comment on apprend à mixer? Et on apprend, enfin moi en tout cas personnellement j'ai appris en regardant les DJ, j'allais en soirée et puis je regardais quoi, j'essayais de me mettre au front trop et puis de regarder ce que les DJ faisaient et puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment la table de mixage elle marche, etc. Et puis c'était un peu la groupie quoi du c'est ça, c'est un peu resté, moi j'ai passé plein de soirées à pas danser, à juste regarder ce qui se passait au platine, parce qu'au début en fait t'avais pas disons que maintenant c'est du matériel qui s'est quand même vachement démocratisé, qui a évolué, etc. À l'époque, c'était le début des contrôleurs, le matériel coûtait vraiment très cher. Tu pouvais pas acheter des CDJ comme ça quand tu étais étudiant. Enfin, c'était un budget quoi. Donc au début, tu te débrouilles un peu avec les moyens du bord, comme dans plein de disciplines. Et puis voilà quoi. Faut s'accrocher. Et puis au bout d'un moment, t'as une opportunité de jouer dans les gens. Puis voilà, c'est parti. Faut se lancer quoi. Et en rentrant sur Le Havre, toi là, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ont aussi cet amour de la musique comme toi, qui commencent un peu à mixer à droite à gauche. C'est à ce moment-là que tu te dis bon allez, on va essayer de rassembler tout le monde. On va essayer de faire un truc. Ouais, carrément. Nous, en fait, quand on est rentré sur Le Havre, quand on rentré, c'est un grand mot parce qu'il y en a qui étaient encore un peu à Paris, mais on était plusieurs à juste revenir à la maison, en fait, après nos études, et puis on était restés un peu bosser dans nos villes respectives. Au Havre, il y avait la 329 qui faisait déjà des fêtes techno au Tetris, et c'était un peu ça l'exemple qu'on avait au Havre, nous. C'était la 329 qui existait depuis peu, mais qui avait déjà aligné quelques belles fêtes. Il y avait un autre collectif qui s'appelait LH Musical Town à l'époque, et pareil, qui avait fait un ou deux Tetris, je crois. Et puis nous on s'est un peu questionné avec les copains en se disant attends, toi tu joues quoi, machin, est-ce que ça a du sens, on joue tous des trucs différents, mais bon, cette envie commune d'organiser des fêtes au Havre, on s'est dit c'est pas grave, on va créer un collectif où ça ajoute tout. Et puis on va y aller comme ça. Et puis à l'époque c'était au Club W qu'on a fait notre premier événement. Feu Club W, ouais, mais bon, qui était ce qu'il était, mais qui était quand même un endroit qui a rassemblé beaucoup la scène à l'époque. Bien sûr. Qui permettait de passer de la musique électronique. C'était un des seuls endroits, en tout cas pour nos générations, où il y avait encore de l'électro en boîte. Et donc du coup tout a commencé un peu là-bas. On a fait une première fête, puis une deuxième là-bas, et puis tu te prends au jeu d'essayer de faire venir les copains d'abord, puis les copains des copains, et puis de donner envie aux gens de venir écouter la musique que tu proposes, en fait, tout simplement quoi. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous structurer, de créer une association? Exactement, ouais, c'est à ce moment-là, comme je te disais, nous en fait on a vu des collectifs se créer. C'était il y a 10-15 ans, c'était l'époque du début des collectifs. Les gens se rameutaient en bande, et puis on disait ok, voilà, ça c'est mon collectif, on vient jouer dans ta soirée et tout ça. Donc on a eu un peu ces exemples-là d'autres villes en France où ça se faisait, et on s'est dit en fait c'est trop cool comme principe, on est déjà potes, on n'a plus qu'à mettre une asso là-dessus, lui trouver un nom, et puis c'est parti quoi. Donc, d'où la naissance d'Helios. Exactement, c'est né comme ça, ouais. Helios, concrètement, tu peux nous raconter ce que c'est? Carrément, ouais. Donc du coup, Helios, c'est une association, c'est devenu notre collectif, un collectif de musique. Donc au début, on s'est vraiment dit, on n'a pas envie de trop cadrer l'ambiance musicale. On a choisi Helios aussi parce que il y avait un gros truc de saisonnalité dans la musique pour nous. L'été, on allait en open air, et l'hiver, on allait en warehouse, en fait. Donc, et puis l'été, on écoutait plutôt de la house, et puis l'hiver, plutôt de la techno. Donc on s'est dit, en fait, le fait qu'on joue tous des trucs différents, c'est trop cool parce que on va pouvoir un peu adapter nos événements à la saisonnalité au Havre. Et puis ça va un peu faire un thème de collectif. Enfin, tu vois, il y avait des collectifs qui étaient
ciblé sur, j'en sais rien, plutôt la techno, plutôt sur l'environnement. Enfin, tu vois, chacun avait un peu sa marque de fabrique. Et nous, on s'est dit, on va faire un peu les saisons, ça va être cool. Et puis l'été, on fera des fêtes en extérieur et l'hiver, des teufs en intérieur. Voilà, ça c'est un peu parti. Tu vois, c'était un peu l'idée de départ, quoi. Et comment ça démarre ? Est-ce que tout de suite vous arrivez à justement avoir des soirées, des lieux où c'est un peu galère, il y a le temps de se faire connaître ? Comment ça marche ? Du coup, nous au début, on a foncé vers le club W en se disant, il y a un club, il passe de la musique électro, c'est là-bas qu'on doit passer de la musique électro, ça fait sens. Évidemment. Et donc du coup, on s'était dit, on avait notre premier concept, je crois que ça s'appelait Versus. Et donc en fait, l'idée c'est que comme tout le monde jouait des trucs différents dans le collectif, c'était de mettre une personne du collectif à chaque soirée en avant. C'était cette personne-là qui avait le set du milieu, du peak time et tout. Et tous les copains autour faisaient en sorte de mettre en valeur cet artiste-là. Okay. Donc c'était qui avait au tout début, c'était il y avait notre pote Théo qui a quitté après, machin, qui jouait plus minimal techno et tout. Bam, tout le monde s'adaptait. Moi, je jouais très très house disco au début et tout. Tout le monde s'adaptait un peu aussi. Enfin, tu vois, c'était un peu cool parce qu'en plus, ça nous permettait d'aller diguer les musiques des potes et du coup d'élargir un peu le répertoire de tout le monde. Donc c'était chouette. Mais en fait, du coup, c'était cool parce qu'on arrivait à emmener nos amis là-bas. Mais bon, t'as connu le club W, tu vois, ça pouvait pas donner forcément envie à tout le monde. C'était ce que c'était, quoi. C'était un peu, c'était l'underground, quoi, le club W. Et en fait, moi, j'étais bien pote. On était plusieurs à être bien potes avec les gars de la petite rade, en fait, avec Paddy à l'époque, qui était responsable de bar à la rade. On embrasse Paddy. Ouais. Évidemment. Et donc du coup, à un moment, au bout de 2-3 fêtes, on avait joué aussi une ou deux fois à Paris, je crois, tu vois, dans un petit bar qui s'appelait la Carambole. Et puis en fait, il y a Paddy qui nous a proposé de jouer à la petite rade. Et en fait, c'est intéressant parce que ça a été un peu comme un gros déclencheur où on s'est retrouvé à jouer devant des gens soit qui avaient jamais entendu d'électro, mais le contexte était trop cool parce que t'es au soleil, t'es à la terrasse, tu joues de la house et tout, tu vois, c'est un bon contexte pour ces musiques-là. Il y avait aussi, en fait, toutes les générations au-dessus de nous, plutôt même de nos parents, qui avaient connu en fait l'essor de la house, tu vois, dans les années 90-2000 en France, et qui se sont dit, mais attends, mais c'est trop bien, je connais ça. Et donc, il s'est passé un truc à la petite rade vraiment où on a senti qu'on arrivait à plus toucher les gens. Qu'au Club W où t'avais vraiment un noyau de passionnés qui écoutaient de l'électro au Havre et machin. Je trouve que la rade, ça nous a vraiment permis de nous ouvrir à plein de gens. Et les gens, il y a des gens qui écoutaient pas trop d'électro puis qui se sont dit, bon, en fait, dans ce contexte-là, c'est carrément cool. Grave, l'été sur la terrasse. Bah ouais, c'est trop bien. Avec un verre. T'as difficilement meilleur contexte, surtout au Havre et tout. Ouais. Donc ça crée un peu des contextes de paradis où tu te retrouves à jouer devant la mer et tout, donc trop bien. Et c'est un peu là où ça nous a mis le pied à l'étrier de nous dire, ça répond en fait. Tu vois, il y a des gens qui viennent, qui reviennent. On a bien vu sur Hélios-sur-Mer, au bout de 3 événements, et on revoyait les mêmes têtes. Et il s'est passé un truc très marrant aussi, c'est qu'au début, les gens n'osaient pas danser la journée. Tu vois, danser la journée, c'est quand même un truc. T'es au Havre, c'est un village, il y a des gens que tu connais et tout. Tu te retrouves sur la terrasse de la rade à avoir envie un peu de danser et tout. Puis au début, c'était très timide. Nous, les open air, on avait vu ça à Paris, tu vois, à Montpellier, ça se fait beaucoup, t'as toutes les paillotes et tout, où ça danse à 15h. Quoi. Et donc, au bout de 3-4 événements, on a commencé à voir les gens danser là, quand le soleil n'était pas encore couché. Première victoire, tu vois. Donc ça, c'était trop cool. C'était vraiment, on a vu un peu là, sur les premières saisons de la petite rade, une vraie évolution, en fait, quoi, dans les réactions du public et tout, c'était chouette, quoi. Et puis, sachant que, tu vois, les fêtes qu'il y avait à côté de la 329, notamment, c'était très techno. Non, au début, en fait, on a apporté ce truc house qu'il y avait peu, en fait. Donc, c'était cool, tu vois, il y avait des gens qui ont bien réagi, en fait, à ce moment-là, quoi. On va reparler forcément de tous les événements qui font le succès d'Hélios depuis maintenant 10 ans. Pour revenir un petit peu au début, le collectif, tu le dis, à 10 ans maintenant, il y avait ceux qui ont formé la base, et il y a ceux qui sont là aujourd'hui. Le collectif a bien changé depuis. Carrément, ouais. Comment on rentre, comment on sort du collectif, comment ça se passe? C'est des histoires de vie, hein. C'est des rencontres. Ouais, c'est des rencontres de vie. Et puis, tu vois, on a eu quelques départs au bout de 1 ou 2 ans, mais de gens qui étaient soit trop à Paris et puis qui pouvaient pas trop s'investir, ou alors qui se retrouvaient plus trop dans le truc et puis qui avaient envie de jouer leur truc de leur côté. Après, les gens qui sont rentrés dans le collectif, ça s'est fait assez naturellement, tu vois. Les premières entrées, je crois,
post-création, il y a eu du coup Jules Mallard et Louis Leluyer qui deviendra plus tard Aircrank, qui était déjà Aircrank, mais du coup qui est devenu le Aircrank qu'on connaît aujourd'hui, qui tourne énormément, qui a des super dates et tout. Moi à la base, tu vois, eux deux je les connais parce que c'est des potes de ma petite sœur par exemple, et que du coup je les voyais à l'anniversaire de ma petite sœur, etc. Donc c'est des rencontres de vie comme ça qui se font. Il y a Morgane, Indiscret, qui est rentré aussi dans l'aventure parce qu'il passait tous les démontages à être là, à nous aider à rouler du câble et à ranger les enceintes et tout. Donc forcément, à un moment donné, tu vois, il y a un truc qui se crée, quoi. Quand t'es là dans la nuit à rouler du câble tous les week-ends, il y a des amitiés qui se créent. Pareil, il y a Alban qui est rentré, qui est aujourd'hui notre chef de bar. Il y a Loli et Calypso qui ont travaillé avec nous en tant que stagiaires et alternantes. Et puis au final, avec qui on est devenus meilleurs potes et qui se sont mises à jouer et qui sont trop fortes. Et voilà, tu vois, donc au final, ça se fait de fil en aiguille comme ça, par les rencontres, et puis le truc de jouer ensemble, tu passes une bonne soirée, puis puis en fait, tu te rends compte qu'en fait, ça cale carrément, et ça correspond à l'esprit du collectif et tout ça, mais le but, c'est juste de rester motivé, et puis, tu vois, les potes qui sont partis, on est toujours potes. Bien sûr. Et puis, ça change rien. Et puis, ça change pas grand-chose, juste, voilà, c'est quand même un investissement d'être dans une association, tu vois, que ce soit dans la musique électronique ou dans toute autre sorte de format associatif. Pour que ça marche, faut que les gens soient présents et fassent des trucs. Donc voilà, tu vois, ça se fait un peu aussi comme ça, quoi. T'as cité des noms, Aircrank, Calypso, voilà, pas mal de monde qui sont passés ou qui sont encore dans le collectif. Il y a aussi cette petite fierté d'avoir joué ce rôle de centre de formation c'est marrant. pour des personnes qui ont un peu percé après. Ouais, c'est très marrant. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire qu'on a un centre de formation, parce que tu vois, par exemple, Louis Aircrank, malgré c'est ça, l'assaut, malgré elle, a un peu eu ce rôle-là. Parce que Louis, tu vois, il produisait déjà à la base. C'était déjà un bon producteur. Enfin, on sentait qu'il avait capté le truc et que du coup, il commençait à produire des trucs très intéressants. Et en fait, le rôle que Helios a eu à jouer, c'était de le placer dans des line-up, tu vois, qui étaient intéressants. Notamment à Apollo, ou sur des dates comme ça, où du coup, on commençait déjà à inviter des artistes un peu de renommée nationale. Tu vois, la première fois qu'on a invité des gens sur Apollo, c'était l'équipe de Vrich, qui est devenue Chevry Agency, chez qui il est rentré plus tard. Et en fait, il a joué entre Robbie and Stupid Flash et Vitesse, qui jouait son live, qui était encore un très jeune artiste. Et tout le monde a bien vu qu'il faisait pas tâche du tout, quoi, que il avait carrément son truc à défendre. Et donc du coup, lui, tu vois, il est rentré chez Chevry plus tard en booking et tout, et aujourd'hui, il tourne à l'international et il continue de produire. Il a trouvé sa patte. Donc voilà, disons que nous, on est trop fiers de lui, tu vois. C'est un jeune du Havre qu'on connaît depuis qu'il est petit. Et puis là maintenant, enfin, tu vois, le premier Rex qu'il a fait à Paris, il y avait 30 Havrais devant le booth. On était trop fiers, quoi. Tout le monde a appris son petit intercité. C'est ça, tu vois. Puis après, lui, il était parti pour vraiment essayer d'être DJ, donc il a joué son truc à fond. Il y en a d'autres dans le crew qui sont DJ par plaisir et qui ont des boulots à côté, qui n'ont pas décidé de faire carrière. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, les filles, elles cartonnent. Calypso et Loli, elles commencent à avoir des dates de ouf à Paris. Elles ont fait des Miyamao, là, dernièrement. Enfin, tu vois, elles sont parties pour, pareil, elles bossent dans la musique, elles bossent toutes les deux en club à Paris et tout. Donc, elles, c'est pareil, ça fait trop plaisir. Enfin, au début, disons qu'on leur a donné la chance, tu vois, d'utiliser le matos, de machin, enfin... On les a épaulés, mais même pas tant que ça, en fait, parce que c'est elles qui ont fait le truc, c'est elles qui étaient motivées de jouer du son, c'est elles qui ont été diguées des tracks de ouf et machin. Donc, nous, on a juste été un peu un support, tu vois, un truc où on les épaulait, machin. Moi, j'ai toujours fait un peu l'admin, tu vois, je fais des contrats de Calypso, les trucs comme ça, mais c'est elle qui va faire des DJ contests, qui se retrouvent dans des dates de dingo. Enfin, donc, peut-être que malgré nous, on s'est retrouvés à un peu faire ça, et c'est un vrai plaisir, enfin, tu vois, de voir. De voir que ça cartonne derrière, c'est trop cool, quoi. Au-delà de ce fake centre de formation, mais qui en est un peu quand même. T'as parlé déjà de pas mal d'événements que vous avez organisés avec Helios depuis maintenant plus de 10 ans. Je parlais d'Apollo, la base, sur mer. C'est des événements quand même différents, mais qui ont un point commun, celui de passer, diffuser de la musique électro. Pourquoi se diversifier dans les événements? Déjà parce que
c'est une crainte que le public finisse par s'ennuyer, mais alors si nous on finit par s'ennuyer, Ouais, c'est c'est vraiment encore ça le pire. problème. Ouais. Du coup, il y a un gros sujet au Havre qui est le sujet des lieux à disposition, auquel on s'est tous heurtés très rapidement. C'est que du coup, quand t'es DJ, t'as vite envie de faire du club. Bon, une fois que le club W il a eu fermé, très compliqué. Les salles à l'époque qui existaient, du coup c'était le Tetris, c'était le Magic Mirror et tout, tu vois, mais c'est pas forcément des salles qui ont vocation à accueillir cette musique-là, ou alors qui ont des conditions de location qui sont très compliquées pour des assos parce que c'est Ouais, cher, bien sûr. que ça engage beaucoup d'argent, de moyens humains et tout. Donc notre jeu, disons, mais c'était vraiment un jeu en fait, c'était du coup de se dire où est-ce qu'on fait la fête. Et donc du coup c'est un peu parti de là aussi, c'était de se dire ok, la petite rade ça a l'air trop cool, on arrive à faire danser les gens l'après-midi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme open air, et à côté de ça aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme lieu intérieur, en fait, tu vois. À l'époque, il y a eu la halle, la salle en bois au Fort de Tourneville, dans laquelle on a fait 3-4 fêtes qui étaient super. Mais l'idée, c'était toujours d'aller chercher un peu, tu vois, des nouveaux lieux, et de déverrouiller des lieux dans lesquels il n'y avait jamais trop eu la fête, et puis de se dire en fait là-dedans il y a un truc, on peut mettre le DJ là, enfin tu vois, t'as vite un truc où toi c'est hyper grisant d'aller réfléchir à un nouvel événement, une nouvelle fête, qu'est-ce que tu fais en lumière, machin. Donc en fait c'était ça quoi, l'envie de se diversifier, elle est venue aussi de l'envie de s'amuser, de proposer des nouveaux trucs, de faire varier les plaisirs, et puis en fait faire varier les contextes, ça nous permettait de faire varier la musique aussi, tout simplement, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, la saisonnalité et le contexte de la musique, c'est un vrai truc, moi auquel je suis intimement attaché. Comme les fruits et les légumes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et où du coup, la techno, ça se joue dans une ambiance, et la house, ça se joue dans une ambiance, et tous les styles qui en découlent, et la musique plus hard, et la musique plus détente encore, le jazz, tu vois, le nu disco, les trucs comme ça. Faut trouver le bon contexte, parce que si tu proposes la mauvaise musique dans le mauvais contexte, peut-être que ça va finir par marcher la soirée, mais tard, et puis machin, tu sens bien qu'il n'y a pas la même énergie que quand tout est réuni pour que ça fonctionne, en fait. Donc la grosse quête, ça a été ça, tu vois, ça a été de trouver les bons contextes pour les événements qu'on voulait faire, qu'on avait en tête. Aller au bout du monde pour organiser un festival, vraiment un festival, ça date de quand ça d'ailleurs? Apollo, c'est 2017 la première année. C'est complètement gratuit? C'était complètement gratuit. C'était complètement gratuit à la base. C'était complètement gratuit. En fait, à la base, nous, le truc, c'était de se dire c'est un super terrain. Enfin, tu vois, on en a un peu rêvé en s'en parlant à l'apéro, en se disant waouh, mais le terrain du bout du monde. Tout le monde le connaît. Quelle folie. Tout le monde le connaît, mais les gens n'y vont pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, tu vois, tu vois bien, hein, maintenant que tu as des enfants et tout, tu vas te balader au bout du monde. Ouais, c'est clair. Mais nous-mêmes, en tant qu'ado, jeune adulte et tout, on se disait, mais c'est fou, ce terrain, on n'y va jamais, c'est trop bien, en fait. Ouais. Et donc, on avait été gentiment demandé à la mairie de Sainte-Adresse en mettant une chemise, en faisant un PowerPoint et tout, tu vois, on avait fait le truc sérieux, quoi. Très, très bien. Et en fait, le maire de Sainte-Adresse, du coup, qui est toujours maire aujourd'hui, nous avait super bien accueillis. Et donc, en fait, il nous avait dit, mais... Enfin, nous, on voulait faire un truc pour la fête de la musique. Pour te dire, à la base, l'Apollo, c'était un 21 juin 2017. On s'était dit, allez, on fait la fête de la musique, ça va être trop cool. Et puis, pas de pression, on met une tireuse, on met une petite scène par terre, et puis let's go, quoi. Et en fait, c'est un peu le maire qui nous a mis en tête de se dire, mais vous voudriez pas le faire tous les ans, votre événement, tu vois? Ah ouais. Et dès le premier rendez-vous, hein, tu vois, ça nous a un peu mis... Heureusement qu'on avait mis une chemise, du coup, parce qu'on a pris la pression directe. Ouais. Mais du coup, vu qu'ils avaient l'air... de penser comme nous que c'était une bonne idée, du coup on s'est dit ok, vas-y, ça va être cool, quoi. Et le premier Apollo, c'était un pique-nique de 14h à 22h. Ouais, je me souviens, avec les bottes de paille. Avec les bottes de paille, ouais, c'est ça, c'était cette année-là. Et où au final, je crois qu'il y avait eu quelque chose comme 600 ou 700 entrées en turnover, tu vois. Donc sur le terrain, ça fait complètement vide, mais c'était génial. Enfin, nous, on s'est dit, mais waouh, même gratuit, on arrive à mettre plus de 500 personnes sur ce truc, c'est génial et tout. Et puis c'était bon enfant. Enfin, tu vois, tout le monde, les retours qu'on avait eus, c'était même pas tant par rapport à la musique, c'était plus par rapport au moment cadre que les gens avaient vécu et au cadre, de se dire, profiter en fait d'avoir un moyen de se retrouver avec une bière ou peu importe à la main, tu vois, sur ce terrain face à la bête scène, c'est incroyable. Enfin, c'est même pour nous, on avait pris une claque. Et donc du coup, de là, c'est vrai qu'Apollo, on s'est dit direct, ouais, là il y a un truc à faire, quoi, c'est sûr. Et ça continue? Et ça continue, ouais. Ça continue carrément. Il y a eu, du coup... Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu des évolutions au fur et à mesure d'Apollo. Ouais.
je crois que la deuxième année, on était encore sur ce même format, mais avec une disposition technique un peu plus importante. Il y avait une vraie scène et tout. Ensuite, on a essayé de faire 2 scènes. On a mis une scène du coup au bout de la promenade, là, sur la dalle de béton, vraiment quand on passe devant le bar du bout du monde en bas et qu'on va en bas. On l'a fait 2 ou 3 ans, ça, je crois. Et ça, c'était incroyable. C'était très complexe. En vrai, c'était très complexe. Parce que tu vois, en bas, du coup, c'est une zone de passage. Tu fais pas ce que tu veux en montage, en démontage. Les camions, un 20 mètres cubes, ça fait pas demi-tour en bas. Donc, t'es obligé de faire marche arrière. Enfin, c'est que des trucs. On va pas se mentir, même le bout du monde, c'est complexe. T'étais en haut de la falaise. C'est complexe, en termes de sécurité, tu vois. J'imagine que c'est des discussions que vous avez eues avec le maire de Sainte-Adresse. Ouais, bien sûr. Tu vois, l'endroit, c'est pas l'endroit dans lequel tu te dis on va organiser un festival en toute sécurité. Enfin, tu vois, au départ, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Puis en fait, ça le fait, quoi. Nous, en fait, à l'époque, c'était un peu les premières fois où on faisait des dossiers, tu vois. Et du coup, on est direct passé en dossier de grand rassemblement parce que la préfecture nous avait un peu aiguillé vers ça. Et donc, du coup, un plan de grand rassemblement, c'est 5000 personnes, tu vois. Donc, on n'y est pas, du tout, à l'époque. Et donc, du coup, en fait, de commencer en faisant ça, ça nous a, du coup, juste permis d'être dans les clous et obligé, en fait, à être dans les clous. Sur toutes les règles de sécurité, le personnel de secours présent, les agents de sécu, tout ça. C'était très formateur. Et donc, en fait, on n'a jamais quitté ce plan de grand rassemblement. On l'a toujours, même si on n'a jamais fait 5000, et on fera jamais 5000 personnes à l'instant T pourquoi pas. sur Apollo. Mais du coup, ça nous a permis d'apprendre, en fait, comment ça marchait la sécurité et tout. Là, en bas, il y avait une question de sécurisation, mais c'est surtout que c'est difficile de faire comprendre qu'il y a une deuxième scène, c'est pas très visible. Enfin, tu vois, on s'était un peu raté sur cette visibilité de deuxième scène qui marchait très bien au soleil couchant, parce que c'était là qu'il fallait être, quoi. Mais du coup, on montait un peu ça pour que ça marche de 3 heures, donc un peu complexe. Le format, il est passé sur 2 jours aussi. On a fait vendredi, samedi, ce qui était trop cool, du coup, parce que c'est vrai que sur une journée, tu sens que t'es vite... t'as envie de proposer des trucs, mais du coup, ça fait pas beaucoup de temps de jeu pour les artistes. Si tu te retrouves à commencer à avoir des changements de plateau, machin, avec les lives et tout. Donc, le 2 jours, il était parfait. Ça, on l'a conservé. On a juste enlevé la scène du bas pour arriver depuis 2 ans à un format un peu stable, là, pour le moment, où, du coup, on est que en haut. On a tout concentré là-haut. On a retravaillé la scène pour qu'elle soit plus grosse. Retravailler un peu l'infrastructure globale pour que ce soit plus accueillant et tout. Et ce format-là, il nous plaît bien. Là, pour le coup, depuis 2 ans, on est trop content de ce que ça donne. On a évolué dans la manière de produire et tout. Et donc, du coup, c'est chouette. Ouais. Là, on est content de ce que ça rend. Ouais. Et si mes calculs sont bons, tu disais première édition 2017 ? Ouais. Donc 10 ans, 2027 ? C'était sans compter le Covid. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'édition pendant 1 an ? Il n'y a pas eu d'édition pendant 2 ans, je crois. 2020, 2021. Bah ouais, parce que mars... Ça fera les 10 ans de la première édition. Ouais, tu vois. c'est ça. Bon. Donc je sais pas trop comment on va la jouer, celle-ci. Ouais, Mais... vous y réfléchissez. Oui, un on y peu réfléchit. Ouais. On y réfléchit parce que là, du coup, cette année, c'est les 10 ans d'Hélios en 2026. Ouais. Donc là, c'est déjà un truc. Évidemment. C'est déjà quelque chose, mais les 10 ans d'Apollo, ça va être aussi quelque chose. Et du coup, on est un peu en train de réfléchir comment on la joue. Le but... Enfin, Apollo, je pense que dans le collectif, et puis Apollo, ça dépasse les frontières du collectif parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous épaulent. Tu vois, toutes les équipes d'accueil, de bar, etc., c'est des gens avec qui on bosse depuis de nombreuses années. Donc, en fait, Apollo, on n'est pas une dizaine, on est juste 50, quoi. Ouais. Ce qui est trop cool. Et du coup, tout le monde a envie que cet event dure. Enfin, tu vois, je pense que si on le fait encore dans 20 ans, on est trop content. Le but, c'est vraiment de continuer ce festival qui nous tient à cœur et puis qui est trop cool, dans un lieu trop cool. Et voilà, continuer de proposer de la découverte musicale. On se voit bien le faire encore pendant très longtemps, cet événement. Eh ben, on verra en 2037. Mais c'est ça, rendez-vous en 2037 pour voir ce qui se passe. 20e édition. 20 ans, c'est ça. On espère que ce sera encore possible. Tu vois, c'est vrai que tu vois beaucoup d'articles qui fleurissent sur les festivals en danger, etc. Enfin, nous, on est un peu passé aussi par là sur d'autres projets. Et donc, du coup, tu te dis que faut absolument protéger ces événements-là et de mettre tous les moyens pour sécuriser les formats et que ça puisse perdurer, parce que si demain on te coupe ta subvention, qu'est-ce qu'il arrive ? Enfin, tu vois, il peut arriver évidemment plein de trucs. Il peut arriver plein de choses en fait, quoi. Et puis c'est en extérieur et on est en front de mer, donc tu vois. Au Havre. Et au Havre, qui plus est, même s'il fait très souvent beau. Donc du coup, il y a tout un tas de trucs qui font que là aujourd'hui,
le plus gros travail qu'on fait, c'est réussir à sécuriser sur les années suivantes comment on fait évoluer le format pour, s'il y a une après-midi de pluie, qu'on se retrouve pas dans une situation vraiment très pénible. Voilà, plein de réflexions très intéressantes. Tu as commencé à l'évoquer, Helios, ça a 10 ans. Ouais. Cette année, en 2026, ouais, à l'été 2026. À l'été 2026, ça tombe bien. Oui. Ouais, voilà. Ça va commencer un peu avant, mais... le hasard du calendrier fait bien les choses. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer en 2026, Victor ? Il va se passer plein de choses. Ouais. Il va se passer plein de choses. Là, à l'heure actuelle, il y a encore des trucs qui sont pas mal en réflexion, parce que... En fait, là, toute l'année, on y réfléchissait un peu. Et qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu vois, faire une seule fête, c'est compliqué. Bien sûr. Dire que toutes tes fêtes, c'est des fêtes des 10 ans, c'est pareil, ça a plus trop de sens. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de limiter à 3 ou 4 événements, je pense, qui vont être labellisés 10 ans. D'accord. Il y aura très certainement 2 gros événements festifs dans des lieux qu'on n'a jamais, pour l'instant, utilisés, on va dire, enfin fouler le dance floor. Ok, des lieux intérieurs, extérieurs. Des lieux alors pour l'instant on a un truc qui est sûr, c'est un lieu intérieur et comme c'est sûr, il n'y a pas de problème pour le dire, ça sera au Normandie, du coup au théâtre de Normandie, chez Jessie. Qui est chez Jessie, ouais, du coup qui nous accueille en avril pour la partie 1 des 10 ans d'Helios. Ok, ça va arriver très vite là. Ça va arriver très vite. Ouais. Ça va arriver très vite. Du coup, on a déjà la programmation, mais je la donnerai pas évidemment. Il faudra attendre que ça sorte un peu. Ouais. Mais du coup, on est trop content. On est trop content d'amener la musique électronique dans ce lieu devant lequel on est juste passé toute notre enfance en se demandant pourquoi c'était fermé en fait. Hein. Je crois qu'on a tous ces trucs un peu communs quand t'as grandi au Havre de passer devant ce théâtre et de se dire mais quelle dinguerie. Et surtout avec les histoires de nos parents qui l'ont connu, ce truc. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est trop cool. On voulait un peu marquer le coup. Et en fait, ça fait des mois et des mois qu'on parle avec eux. Et donc là, c'était l'occasion absolument parfaite de se dire... il y a ce nouveau lieu qui est magnifique, qui vient d'être rénové, et il faut qu'on aille faire une fête dedans. Donc là, ça va commencer comme ça. On aimerait bien faire un autre event qui soit plutôt une réunion entre nous et le public, où c'est cool, ça boit des coups, on fasse une expo. On aimerait beaucoup faire une belle expo photo. On est en train de travailler dessus là pour le début d'année, pour le printemps. Okay. Tu vois, un espèce de rétrospective, ouais. Ouais, c'est ça, on pourrait appeler ça comme ça, un événement d'adulte comme nous on l'appelle dans l'association. Un événement de grand où on fait faudra mettre une chemise encore. On fait une rétrospective photo, tu vois, une petite expo d'affiches et tout. Il y a un vernissage quoi. Il s'en est passé des choses, mais j'espère qu'il va y avoir un vernissage, tout en gardant bien sûr un peu de musique à côté et tout, mais évidemment. Du coup on est en train de travailler sur un événement comme ça, et une partie 2 festive, pareil, qu'on est en train de travailler. Là par contre je peux pas en dire plus, mais qu'on est en train de travailler. Voilà, puis après on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises sur l'année. C'est ça aussi le truc, c'est que t'es jamais à l'abri qu'on te propose un plan de fou pendant l'année. Donc bon bah voilà, faut toujours garder. Et une nouvelle édition d'Apollo cet été. Ça c'est pas négociable. Ça c'est pas négociable. Ouais, ça c'est déjà calé. Les dates sont déjà annoncées. C'est 26 et 27 juin. C'est le week-end après la fête de la musique, de toute façon. Hein, faut multiplier les plaisirs. Donc, c'est vrai, faut pas perdre le rythme. Donc nous, fin juin, voilà, c'est comme ça maintenant. C'est chez Lily, fête de la musique, Apollo le week-end d'après. Et puis voilà, on touche toujours du bois. Ça fait 2 ans qu'on a du beau temps. Voilà, il n'y a pas de raison que ça change. C'est un week-end où il fait beau. Donc bien sûr, rendez-vous à Apollo. Les 26 et 27. Et peut-être qu'il y aura des évolutions, on va voir, en termes d'horaire. En fait, le truc, c'est que sur Apollo, on est bloqué parce que c'est un quartier où il y a énormément d'habitations. Bien sûr. Tu peux pas virer les voisins. C'est le jeu qu'on a accepté de jouer de toute façon avec la mairie, de se dire c'est une fois par an et c'est minuit et c'est comme ça. Donc du coup, là, on réfléchit un peu à des manières de faire un peu évoluer l'événement, rajouter un soir, à voir. Il y a des afters ? Il y avait un after au Regates, et en fait... je sais pas si on va le refaire, les afters. Il y a déjà eu d'autres afters d'ailleurs. Historiquement, je crois que le premier Apollo, il y a eu after aux saison 2. C'était ça, donc c'était pas loin. C'est cool. Ouais. Faut quand même. T'as un bon kilomètre. Hein, oui, c'est ça. C'est de la descente. Poussé par le vent. C'est la descente. Poussé par le vent. Après, on a fait des afters à Club Calypso. On a fait des afters. On a fait l'after au Regates, pas cette année, mais l'an dernier. Sauf qu'en fait, le truc de l'after,
c'est un peu, du coup, forcément, bah, t'as envie que la nuit continue, tout ça. Mais en fait, tu vois, on se rend compte que les gens, s'ils ont vraiment profité d'Apollo, et nous aussi, c'est dur. Parce que du coup, tu vois, l'ambiance, elle est pas au max. C'est pas, t'arrives au régate à 22h, t'es frais, tu viens faire ta teuf et tout. Puis mine de rien, il y a une petite coupure. Il y a dans une tout petite ça, coupure, ouais, c'est ça. Et puis du coup, bah, en fait, là, on essaye plus de mettre l'accent vraiment sur le festival et de dire aux gens, attendez pas de venir à 19h parce qu'il y a un after. Apollo, ça commence à midi le samedi. Et du coup, venez juste profiter de l'expérience complète parce que c'est une expérience musicale qu'on veut complète depuis l'ouverture. Il se passe des trucs, il y a des activités l'après-midi, tu peux venir avec tes enfants, il y a des stands pour tout le monde, enfin, c'est trop cool. Il y a des jeux, des animations et tout. Donc du coup, là, la stratégie, c'est justement de se dire le festival n'a pas besoin d'after pour exister, mais c'est ça l'événement, et il faut que les gens comprennent ça. Et là, du coup, par exemple, cette année, tu vois, avec l'affluence qu'on a eue sur le samedi, bah, les gens, ils ont bien compris, quoi. C'était trop cool, ça faisait trop plaisir de voir les gens arriver tôt, venir en masse. Cette année, c'était la première fois qu'on a annoncé le sold out sur le samedi. Donc c'est super positif. C'est combien la capacité ? Alors là, cette année, on a coupé à 3005. Dans l'implantation telle qu'elle était, parce que en fait on peut mettre plus de monde, mais tu vois là au bar commence à y avoir de l'attente et tout. Le but c'est pas de faire rentrer pour faire rentrer et que du coup tout le monde à l'intérieur vive un mauvais moment. On s'est dit du coup pour la première fois là que vu comme tout fonctionnait, les food trucks, les bars, l'entrée et tout, c'était cool de se dire juste ça marche bien comme ça. Non, c'est bien, les gens qui ont pris leur place, bah, ils ont eu raison, ils ont prévu à l'avance, et puis bah, désolé pour... je pense pas qu'il y a eu des centaines non plus de gens qu'on a refusés, mais tu vois, désolé, mais la prochaine fois, il faudra prévoir, parce que là, bah, du coup, ça commence à plus être agréable à l'intérieur, et nous, on veut pas ça, en fait, enfin, clairement, tu vois. On veut que ça reste un bon moment, que tu aies la place de danser, que tu n'aies pas 45 minutes d'attente au bar. Quand ça commence à devenir ça, c'est pas cool. Donc voilà, là nos solutions c'est justement d'améliorer l'événement pour faire en sorte que ce soit fluide, peut-être accueillir encore un peu plus de monde parce qu'il reste de la place sur le terrain, mais du coup voilà, réfléchir qu'est-ce qu'on fait des bars, qu'est-ce qu'on fait de la restauration et tout, pour que ce soit voilà, plus accueillant, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'une rétrospective, peut-être photo, de ces 10 ans d'expérience d'Hélios. Qu'est-ce que tu as appris, toi, en 10 ans ? Bah, que l'événementiel, c'est pas facile. Hein. Ouais. Non, bah en fait, le truc, c'est que c'était déjà pas facile avant le Covid, et puis il y a eu le Covid. C'était pas facile avant parce que tu vois, l'événementiel. C'est marrant parce que tout le monde dit ça. Ça a été vraiment il y a eu vraiment un avant-après, quoi. Ouais, carrément, parce que tu vois, avant, ce qui était pas facile, c'était déjà le boulot en lui-même, tu vois. C'est d'arriver à, le jour J, arriver à tout réunir, que ta prod, elle fonctionne pour avoir tout ce dont tu as besoin et ouvrir ton événement à l'heure, que ça joue, que ça serve et que ça ferme à l'heure. Déjà, tout cet exercice-là, il est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu as plein de sujets logistiques, de stockage, de machin, quand est-ce que tu peux arriver sur site et tout, ça dépend des lieux. Enfin, c'est déjà, et organiser un événement, c'est déjà pas facile. Et du coup, Covid, bah en gros, t'as des aides pendant le Covid, et puis en fait, quand le Covid s'arrête, il n'y a plus d'aide. Sauf que du coup, pour nous, comme pour plein d'autres activités, il faut un peu de trésorerie pour recommencer à travailler, tu vois, et puis recommencer à payer des acomptes et des trucs. Et sauf que du coup, bah, nous, comme plein de gens, on a recommencé à travailler sans argent. Et puis, bah, si tu te plantes, quoi. Et là, il n'y a pas d'argent de côté, quoi. Donc voilà, ça a été un peu ça. Ça a été apprendre... Enfin, la grosse leçon, ça a été apprendre à se sécuriser, pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et puis apprendre aussi à temporiser sur des événements que tu rêves de faire, mais que peut-être faut pas faire. Et que du coup, faut garder pour toi un temps, et puis les faire plus tard. Voilà. Le Covid, ça a joué beaucoup sur le public, en fait. Le truc, c'est ça, c'est que bon, nous, quand on recommence à bosser sans argent, enfin, la France entière, hein, c'était comme ça, puis pas que nous, d'ailleurs, le monde entier, tout le monde a galéré, quoi. Mais tu vois, dans la tête des gens, c'était du coup... n'importe quel événement peut s'annuler au dernier moment. Je peux être malade au dernier moment. Donc ça a eu une influence sur les billetteries qui a été terrible. Tu sortais des billetteries, les gens ils achetaient 24 heures à l'avance. Enfin, tu vois, c'était vraiment est-ce qu'il fait beau, est-ce que j'ai pas le Covid, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles règles. Donc ça a été un peu ça, et du coup grosse méfiance en fait de la part du public. Oui, qui n'avait pas forcément envie de se rassembler. Bah non.
moins d'envie de sortir. Tu vois, il y a des gens à qui ça, genre le Covid s'est arrêté et puis ils étaient juste en mode la vie reprend. Et en fait, il y a plein de gens, ça n'a pas du tout été le cas. Tu vois, ça peut être stressant si tu as eu un Covid long, si tu as été à l'hôpital, si tu as eu des gens dans ta famille qui ont été touchés par la maladie, ça peut vite être traumatisant. Et donc, du coup, nous, on a bien vu que. Ouais, il y avait un truc. Et puis, c'est pas que nous. Enfin, tu vois, sûr. dans le secteur global, tout le monde a fait ce postulat que waouh, c'était compliqué en billetterie. Je dirais que jusqu'à l'année dernière, c'était vraiment anxiogène, quoi. Depuis l'année dernière, tu sens que les gens se relâchent un peu, que ça refait la fête, qu'il y a de l'ambiance. Ah ouais, ça dure aussi longtemps, quoi. Bah, je pense, ouais. Puis, tu vois, pour 3 ans pour relancer un peu la machine. Ouais, quoi. c'est ça. Puis après, encore une fois, moi, je parle de mon expérience personnelle, mais quand tu parles avec des gens qui tiennent des clubs à Paris, des machins et tout, ils sont toujours dedans. Tu vois, les effets perdurent, quoi. Donc déjà, bah, on est trop content d'avoir survécu à ça, parce qu'on a recommencé à faire des events, et même si ça n'a pas été facile, bah, y a eu des trucs qui se sont passés. Et donc voilà, même si bah, y a des trucs, tu vois, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ou machin, mais à un moment aussi, c'est comme ça, quoi. T'as la fougue, t'en peux plus, ça fait 2 ans que t'es chez toi. Ouais, ça commence à être C'est long. difficile de se dire non, vas-y, on attend l'an prochain et tout. Donc bon, voilà, mais ouais, t'apprends à être plus raisonné, t'apprends à être moins impatient et à plus construire les projets à l'avance, et à plus anticiper les trucs. Et en fait, bah voilà, ça a été plein de leçons que ce soit au niveau légal, administratif et tout, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc attention, quoi. Tu t'en as parlé tout à l'heure, tu disais que des fois tu te mettais un peu des freins sur les lieux dans lesquels tu rêverais d'organiser quelque chose. Bah justement, quels sont les lieux dans lesquels tu rêverais d'organiser quelque chose? Bah, y en a plusieurs au Havre, hein. C'est vrai que... Enfin, un lieu, c'est pas vraiment un lieu, mais tu vois, le port, ça a toujours fait rêver tout le monde. Ok. Parce que warehouse, parce que hangar et tout. Ouais. Bon, maintenant, c'est plus trop. Enfin, je sais pas s'il reste des hangars vides au port, hein, je sais pas comment c'est. Moi non plus. Mais c'est ultra sécurisé, c'est très dangereux parce que proximité des bassins avec les faits divers, tu vois, récurrents qu'il y a au Havre et tout. Donc, ça, ouais, le port, ça nous a fait rêver. Le Square Saint-Roch. Square Saint-Roch, plein centre-ville. Mais nuisance de l'enfer. Nuisance de l'enfer. Donc ça, bah, le Square Saint-Roch, je sais pas, peut-être que quelqu'un le fera un jour et j'aurai beaucoup de respect, mais c'est un peu... Vous avez essayé? C'est un peu complexe. Non, on en a déjà discuté, mais bon, après, tu vois, logiquement, je crois que la règle, c'est que déjà dans les espaces verts, t'as pas le droit de mettre de débit de boisson. Enfin, tu vois, tu rentres direct dans des négos. Ouais, qui dépasse c'est ça, parce le cadre du rêve, quoi. En fait, et puis... T'as ce cadre du rêve de je rêve de faire ça, et en fait t'as combien ça coûte et c'est quoi le budget de mon événement et est-ce que c'est viable, en fait, tu vois. Et du coup, le post-Covid et tout, ça nous a juste appris ça nous a appris d'y aller si c'est viable et à pas y aller si c'est pas viable. Donc t'as des trucs qui font rêver, mais en fait une fois que t'as tout mis bout à bout, tu te dis mais là faut mettre des places à 45 €, sinon on s'en sortira pas. Et puis bah c'est le Havre, quoi, tu vois. Enfin, genre, on connaît le public, tu peux pas t'aligner sur des prix de Paris parce que ça suivra pas. T'as beau parfois aligner des progs qui te semblent incroyables, bah au fait t'as une personne sur 5 qui connaît. Enfin, donc t'as tout un jeu comme ça d'arriver à anticiper les problèmes et tout. Et la forêt de Montjon? La forêt de Montjon, grave. Ouais. On y a pensé beaucoup. Mais la forêt de Montjon, bah, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Si tu fais un truc payant, bah, faut barriérer. Mais du coup, ton truc, ça devient un festival de barrières Eras où tu as des kilomètres de barriérage. Donc voilà, c'est un peu complexe. Ou alors, tu fais un événement gratuit, mais du coup, qu'est-ce que c'est ta rentabilité dessus? Dans ces cas-là, il faut aller chercher de la sub si tu fais pas d'entrée, mais les subs, il n'y en a plus. C'est toujours ce truc. Tu vois, c'est long. Ouais, c'est un sudoku c'est où je mets mes trucs. Ouais, il y a des cases à cocher. C'est ça, obligatoire, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il y a pas mal de collectifs qu'on fait le Stade Océane. Tu vois, l'année dernière, qu'on fait les salons et tout. Nous, c'est vrai que le stade, on regarde ça un peu de loin pour l'instant, mais on s'y intéresse parce que tu vois, t'as des collectifs à Grenoble qu'on fait un truc dans les coursives, en fait, tu vois, tout simplement, quoi. Et où là, ça prend une dimension architecturale de dingue, machin. Mais pareil, ça s'improvise pas. Faut au moins faire un moyen gros truc pour que ça fonctionne, parce que bah, tu dois privatiser un bout des coursives. Il y a déjà eu des scènes électro dans les coursives, si ma mémoire est bonne. Bah, je sais pas, hein. Si je sais pas, hein. Parce que les événements c'était Associé Sound qui faisait les salles de réception un peu à mi-tribune. Là, il y a Eclose qui a fait un hack fan il y a pas longtemps, mais moi, j'ai jamais vu personne mettre de scène dans les coursives, en tout cas de mémoire. Ouais, okay. Mais si ça a été fait, je serais curieux de. Ça va être fait. Je serais curieux de voir. Mais en tout cas, ouais, tu vois, c'est des plans comme ça où du coup, faut aller rêver sur des lieux
qui sont privatisables, mais où du coup, bah voilà, faut réfléchir derrière à un projet qui est viable et se dire est-ce qu'on joue l'assaut là-dessus ou pas, tu vois. Ouais, il y a plein de, comme on disait, il y a plein de cases à cocher. Bah, c'est c'est jamais évident, ça coule jamais de source, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, là, quand t'as un lieu comme le Normandie qui s'ouvre, bah trop cool. Foncer, quoi. C'est ça, faut foncer, parce que, bah, tu vois, le Magic, je crois qu'ils ont carrément réduit, voire interdit la fête depuis quelques temps. Enfin, tu vois, c'est trop compliqué pour eux à gérer. C'est pas un lieu qui se veut organisateur de fête. Donc voilà, faut un peu moduler avec les nuisances que ça peut occasionner, tout ça. C'est un grand casse-tête, quoi. T'as parlé, Victor, des bons côtés de ton métier. T'as parlé aussi des côtés un peu plus compliqués. Qu'est-ce que dans cet univers tu aimes un peu moins ? Dans la musique, dans la musique électronique, dans la musique, dans l'événementiel. Qu'est-ce que tu aimes un peu moins ? Qu'est-ce qui est pas trop ton truc, quoi ? Mais avec lesquels t'es obligé de dealer parce que c'est ton métier. Bah, qu'est-ce qui est pas trop mon truc ? Bah, tu vois, tout le suivi administratif, tout ça, en fait, je m'y suis mis, mais à la base, c'était un truc, ça me brasse, tu vois. Enfin, moi, je fais de la programmation, de la direction artistique et tout, je suis grave à l'aise avec ces sujets-là, mais alors, par contre, j'ai vraiment dû me mettre des coups de pied aux fesses pour aller remplir des tableaux Excel, et maintenant, c'est cool parce que ça roule, parce que t'as l'habitude, en fait. C'est comme tout. Après, ce qui peut me brasser aussi un peu, c'est... tu vois, les côtés un peu politico, tu vois, discussion où faut pas froisser personne, tu vois, faut laisser la parole aux riverains parce que c'est important, faut que tout le monde ait son mot à dire, tu vois, enfin, les relations avec les institutions, souvent elles sont très bonnes, mais parfois il faut quand même bien s'écraser. Tu vois, en période électorale, t'as rien le droit de faire. Enfin, tu vois, et tu vois, enfin, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, en fait, tout simplement. Ils ont appuyé sur un bouton, l'événementiel, c'était fini. Et c'est un des secteurs qui a pris le plus cher parce qu'on s'est dit, non, vous n'avez pas besoin de vous amuser. Et en fait, du coup, c'est un peu ça qui me brasse parfois, c'est que du coup, les gens se rendent pas compte de l'implication qu'il faut donner. Enfin, tu vois, pour organiser un événement. Ouais, c'est ça, tu vois. Nous, on fait une fête le samedi, mais en fait, tu remplis des camions le jeudi et le vendredi, tu prépares ton kit, tu ça fait des mois que tu prépares ça, quoi. Tu montes, machin, t'as toute la com en amont, le booking et tout. Et en fait, parfois, tu te sens pas trop épaulé. Et encore que nous, tu vois, on a rarement été trop demandé d'argent parce qu'on a bien compris que c'était un game vraiment complexe, que c'était un métier à temps complet de demander de la sub. On a plus demandé des autorisations de faire. Et c'est compliqué parce que souvent, tu te heurtes à des murs alors que ton projet, il est pas abusé. Enfin, tu vois, on n'a jamais proposé des trucs inimaginables. Enfin, tu vois, ou en tout cas, je pense. Mais du coup, c'est ça un peu qui peut être démoralisant. C'est que parfois, bah, tu montes des projets, t'essayes. Et puis, il y a des gens, parfois, qui comprennent rien à ce que tu fais, qui te disent non. Et t'es un peu en mode, bah, les gars, attendez, non, on vous demande rien, on fait juste vivre le truc. Enfin, tu vois, nous, je sais pas si on est épris d'une mission de faire vivre ça au Havre, mais en tout cas, oui, quand on a créé Helios, on s'est dit, on va le faire au Havre, parce qu'à Paris, ils ont pas besoin de nous, tu vois. Il y a déjà 1000 lieux, 1000 collectifs et tout, c'est trop cool. On est trop content d'y aller jouer de temps en temps, parce que ça, tu te confrontes à un autre public, tu joues dans des lieux cool et tout. Mais nous, le Havre, on est en mode, mais c'est... On a entendu toute notre adolescence, il se passe rien au Havre. C'est là qu'on fait un truc, quoi. Et donc, du coup, parfois, tu sens que le soutien, c'est pas facile. Si ça arrange pas à ce moment-là et tout, bah, c'est non, désolé, ça va pas être possible et tout. Et du coup, ça, c'est hyper dangereux parce que tu vois, tu peux tuer des initiatives dans l'œuf, démotiver des jeunes assos ou machin. Alors que tu vois, t'as plein de gens qui sont de bonne volonté et qui ont envie de faire plein de trucs et tout. Donc, ça peut être le truc un peu frustrant, tu vois, de se dire aïe. Ouais. Mais ça ne t'empêche pas de bosser depuis 10 ans. Non, c'est ça, ça ne nous empêche pas de le faire, mais il y a vraiment des fois... Enfin, tu vois, moi, j'ai ce truc de mettre beaucoup de sentiments quand même dans ce que je fais. Beaucoup d'affect. Et ça m'a pas toujours servi positivement, tu vois. Mais du coup, quand on te dit non, alors que t'es barré dans ton truc, quoi ? Mais vas-y, dis-moi pourquoi, parce que là, je comprends pas. Mais voilà, faut faire avec. Après, dans mon boulot de tous les jours, tu vois, dans vraiment l'émission et tout, enfin, je suis passionné par ce que je fais, il y a pas de problème. Enfin, tu sais que c'est du boulot, que faut se lever, que faut se coucher tard, que machin. Mais ça, après, tu l'as choisi. Enfin, sinon, tu changes de boulot, puis c'est tout. C'est comme tout le monde. Hein. Si t'en as marre de ton travail, tu changes de travail, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vas faire autre chose. Enfin, tu vois, moi, à la base, je viens plus de la communication. Enfin, tu vois, ça pourrait être aussi un truc pour plus tard, j'en sais rien, mais non, j'aime mon boulot. C'est juste que du coup, c'est pas toujours facile, quoi. Tu te bats un peu contre des trucs que tu peux pas contrôler. Et donc,
Il y a assez de vie festive au Havre? Jamais assez. Il n'y a jamais assez de vie festive. Jamais assez. Je parle à un professionnel de la teuf. Ce serait ça ma réponse, mais évidemment que ça n'a plus rien à voir. Enfin, tu vois, on se disait, et peut-être toi, t'as connu ça aussi quand t'étais jeune, tu vois, tout le monde disait, oh non, il se passe rien, on s'ennuie et tout. Tu vois, nous, les fêtes qu'on a connues quand on était ado et auxquelles on arrivait à aller, c'était les fêtes du Serpat, les Funky Fresh. Ouais, tu vois, les Funky Fresh au Volcan. Moi, c'est vraiment ça, mon image de fête au Havre de mon adolescence, c'est 2000 personnes en bas sur le du volcan. Ouais. Je ne sais combien de personnes rentrées au chausse-pied dans le cabaret c'est en clair. bas. Et donc voilà, et puis le duplex et tous ces trucs là, tu vois. Le duplex. Moi, je n'étais pas très compliqué. Tu as une bonne soirée au duplex, ça m'allait très bien. Ouais, c'est ça, tu vois. Un petit kangourou duplex, C'est ça, il y c'est avait ça. des très bons trucs, quoi. Pour avoir l'entrée gratos d'un truc qui T'avais était ton déjà ticket, gratos. tu vois, il y avait un truc. Mais en termes de propositions culturelles, c'était pas dingo. Enfin, je veux dire, tu vois, fallait quand même, fallait bouger du Havre, quoi, pour avoir ces propositions là. Nous, quand on est revenu et qu'on a lancé Helios, bah, tu vois, comme je te disais, il y avait 329, il y avait la Musical Town, mais bon, on n'a pas été beaucoup pendant longtemps. Et en fait, c'est aussi à partir du Covid où il y a plein de collectifs qui sont nés derrière, où 1 an ou 2 après le Covid, tout le monde était en mode, bon bah ça a l'air terminé, allons-y, tu vois. Et de là, ça a été l'effervescence totale, et là c'est dingue. Enfin, en tout cas, alors je connais moins les autres styles musicaux, mais tu vois, pour le rock et tout ça, t'as le Flu Weather qui marche très bien, qui fait venir du monde de loin, avec une programmation pointue et tout. Et nous, en électro, c'est pareil, ça s'est diversifié, mais c'est très impressionnant, quoi. T'as plein de jeunes collectifs qui se sont montés. Tu vois, Ici aussi, au Havre. Au Havre, ouais, bien sûr. Ça, c'est cool. Que ce soit Echo, Eclose, Bunker, plutôt côté hard music. Ouais, Magma. Tu vois, Magma, où c'est très éclectique, mais du coup, elles sont que des filles, et elles défendent leur truc, et c'est trop bien. Elles font les scénos, le VJing et tout. Enfin, c'est ouf, quoi, tu vois, ce genre d'initiative. Et puis, t'as les Sioux Sound. Enfin, tu vois, t'as plein de collectifs qui se sont montés, qui proposent des trucs différents, qui ont grave ouvert le sujet, en fait. Parce que tu vois, moi, quand j'étais à Montpellier, je suis resté 5 ans à Montpellier, et j'ai plus ou moins vraiment découvert la fête là-bas, et les premières fois que j'ai joué devant des gens, c'était là-bas. Mais je trouvais qu'il y avait, tu vois, trop peu de promoteurs, que c'était un peu toujours les mêmes gens qui organisaient, et puis qu'au final, tu te retrouvais vite avec la même soirée dans un lieu différent. Et ça, pour une scène, c'est vraiment le plus dommage, je trouve, parce que bah en fait, c'est bien, il se passe des trucs, mais rien de nouveau, tu vois. Et là, avec l'arrivée de tous les collectifs, c'est trop cool, parce que déjà, par exemple, Thomas de Echo, il a créé un groupe, on est tous dessus, t'as tous les collectifs qui se parlent, ça se prête du matos. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. On Vous se arrivez à bosser rencontre. ensemble, quoi. Carrément, tu vois. Et nous, c'est un truc, ça n'existait pas avant, quoi. Enfin, tu vois, oui, tu te croises, tu te dis bonjour et tout, mais là, par exemple, Echo, ils ont rassemblé tout le monde en mode, mais attendez, on est combien de collectifs? Venez, on se fait des apéros et on discute ensemble et tout. Il y a des super initiatives qui sont en train de se monter un peu en off, tu vois, de leur côté et tout. Et donc, du coup, c'est trop cool de voir ça. Enfin, et puis, nous, ça nous a reboosté aussi. Tu vois, après un peu la période post-Covid qui a été compliquée, où, tu vois, tu t'essaies de faire des open air, ça galère, t'en as un qui marche sur 5, enfin, machin. Ça nous a carrément reboosté de se dire ouah, mais là c'est reparti, quoi. Enfin, c'est reparti comme en 40. Donc je pense que le post-Covid il a été aussi agréable pour ça au Havre, c'est que le nombre d'initiatives qui se sont montées, et où là tu peux plus dire qu'il se passe rien au Havre, quoi, parce que en fait à l'année ça vit. Nous on a un calendrier où on met toutes les dates de tout le monde dans l'électro pour voir un peu qui programme quoi, pas se marcher sur les pieds et tout. C'est dingue, enfin tu vois, tous les week-ends il se passe des trucs, donc c'est trop bien, quoi. Victor, ça fait 50 minutes à peu près qu'on parle. Ouais. J'ai une dernière question à te poser. Ma question, c'est toujours la même. Tous les épisodes se terminent comme ça. Cette question, tu peux y répondre comme tu veux, me faire une longue tirade ou être plutôt concis. Cette question, la voici, Victor. Pour toi, le Havre, ça représente quoi? Pas facile. C'est la maison. C'est évidemment la maison, mais une très belle maison. Une maison où ça fait plaisir d'inviter du monde pour qu'ils se rendent compte, en fait, que c'est incroyable. Tu vois, nous, c'est une ville qu'on a toujours défendue, et on a toujours un peu donné cette réponse-là, mais le Havre, c'est chez nous, enfin, c'est la maison, et c'est trop bien, quoi. Et à chaque fois, tout le monde est un peu, tu sais, a un peu ses idées et tout, machin. Et t'es en fait, juste, vas-y, viens, je t'invite à la petite rade. On boit un coup, on se pose sur un épi en bas.
Puis tu me dis ce que t'en penses, quoi, du jardin, tu vois. Ouais. si le Havre est une maison, la petite rade est son jardin. Bah, je pense, ouais. En tout cas, la plage est son jardin, quoi. La plage est son jardin, et puis que t'habites, tu vois, que t'habites à la plage ou que t'habites à Danton ou à la gare ou à Graville ou machin, t'es à moins de 25 minutes de la mer, quoi. Donc ça, je trouve ça complètement fou. Enfin, ouais, moi c'est la maison que j'ai aimé quitter et que j'ai adoré retrouver aussi parce que, bah, en fait, on est juste trop bien, quoi. Mais faut pas trop le dire parce que là, tu vois, il commence à y avoir du monde et tout déjà, donc Paradis caché. faut qu'on garde un peu notre paradis caché encore quelques années, tu vois. On va essayer. Merci beaucoup. Avec grand Victor, plaisir. d'être venu dans le pot de yaourt. On le disait, Helios 2026, les 10 ans, il va se passer beaucoup de choses. Tu l'as annoncé. Une première soirée au Normandie, ce sera en avril. Ouais. Il y aura d'autres surprises tout C'est au long sûr. de l'année. Apollo, évidemment, fin juin, chez Lily à la fête de la musique. Voilà, il y a déjà quelques rendez-vous qui sont calés, qui sont C'est prévus. ça. Et évidemment, plein d'autres surprises pour cette année qui s'annonce chargée. Voilà, en tout cas, merci encore une fois, Victor, d'être passé. Avec grand plaisir merci de m'avoir invité, c'était trop cool. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le pot de yaourt. Ciao.